Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Direction d'abord la Tunisie, devenue une véritable terre d'accueil pour les réfugiés libyens, des communautés qui tentent de cohabiter malgré d'importantes divergences. On ira aussi à Paris et sa célèbre diversité culturelle, avec ce soir la découverte en musique des Amériques au cœur de la capitale française. Coup de projecteur sur le business très lucratif des mères porteuses en Thaïlande, où de récents scandales ont mis en lumière cette pratique très répandue. Et puis des sports improbables reviennent sur le devant des terrains de jeu. Oubliés ou parfois issus de l'imaginaire, certaines pratiques inattendues trouvent de nombreux adeptes et le spectacle est au rendez-vous. Suite aux affrontements meurtriers entre milices rivales à Tripoli cet été, de nombreux Libyens ont fui leur pays pour leurs voisins de l'Ouest, la Tunisie. Déjà lors de la guerre de 2011, ce pays d'un peu moins de 11 millions d'habitants avait accueilli des réfugiés libyens. Cet été, une nouvelle vague de Libyens est venue les rejoindre, en majorité des habitants de Tripoli, chassés par les violences ou faisant l'objet de menaces personnelles. Selon les chiffres officiels, entre 600 000 et 1,8 million de Libyens habiteraient en Tunisie. Un reportage de la correspondante de France 24, Marine Casalis. Dans cette clinique de la capitale tunisienne, les blessés libyens, combattants ou civils, ont afflué tout l'été suite aux violents affrontements à Tripoli. Par moment, on a des vagues de Libyens et puis ça correspond un petit peu à ce qu'on voit au niveau de l'actualité en Libye. Abdelrafah défendait l'aéroport contrôlé par des milices de la ville de Zintan et désormais aux mains de leurs rivales. Après s'être affrontés tout l'été, les combattants se retrouvent en Tunisie. Parfois, dans la même clinique, ils peuvent se retrouver avec des gens qui sont des ennemis combattants. Donc on a des équipes de sécurité ici. Parfois, on fait attention à ce que ces malades ne se rencontrent pas. Aux différents étages de la clinique, la Libye n'est jamais loin. Pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre? Je veux dire, on a cassé la Libye. Ce qui se passe depuis 4 ans, ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé pour notre pays. Pourtant, la Libye a de quoi devenir un des meilleurs pays au monde. Une fois remis, ces hommes comptent rentrer chez eux, mais d'autres, comme Ashraf, envisagent de s'installer en Tunisie. Arrivé en septembre, sa famille a tout quitté du jour au lendemain. Les combats entre milices et les menaces qu'il a reçues ont décidé ce journaliste à partir. Depuis le mois du Ramadan, il y a des affrontements très violents dans notre quartier, dans notre ville. Des missiles Grad qui tombent de partout. Je couvrais la situation en tant que journaliste, mais j'ai commencé à recevoir de sérieuses menaces. Son travail, dans un appartement au-dessus de ses moyens, c'est désormais l'inconnu pour Ashraf. Je n'ai pas peur pour moi, mais je m'inquiète pour ma famille. Ici au moins, ils sont en sécurité, ils peuvent dormir tranquillement. Il n'y a pas de bombardement ici. Mais bon, j'ai besoin de trouver une solution. Pas une solution temporaire, j'ai besoin d'une vraie solution. Première étape, scolariser ses 2 fils dans cette école libyenne en plein cœur de Tunis. L'enseignement est gratuit. Depuis 1 an, elle est financée par l'État libyen. La moitié des élèves sont arrivés cet été. لما طلعنا يعني حتى الاوراق لا حاجه يعني طالعين معنا جوازاتنا وكتيب العائله بس. هنا مدرسه من اجل كل الليبيين. بارك الله فيك. ونحن نتقبل في كل الليبيين اللي نازحين والمهجرين واللي خارجين تحت الضغط وتحت القصف. Reflet de la communauté libyenne en Tunisie, les élèves ne partagent pas les mêmes opinions politiques. La majorité des Libyens installés depuis 2011 sont favorables à l'ancien régime et aborder l'histoire contemporaine en classe n'est pas toujours chose aisée. Pourquoi parlons-nous des aspects positifs de la révolution du 17 février alors qu'on voit bien désormais que c'était quelque chose de négatif? Eh bien, nous savons qu'à l'échelle de l'histoire, la révolution du 17 février 2011 est encore très jeune, moins de 4 ans. Malheureusement, la Libye souffre encore des contre-coups de cette révolution, de cette guerre destructrice qui oppose les Libyens à toutes ces milices armées. Elles sont des menaces à la sécurité nationale et à l'unité politique de notre pays. Nous sommes tous dans le même bateau. Ici, nous sommes tous des réfugiés, même ceux qui ont soutenu la révolution du 17 février.
Dans le nord de Tunis, Hey Nasser est un des quartiers chics de la communauté libyenne, souvent accusé de faire flamber les prix, notamment de l'immobilier. Jusqu'à présent bon payeur, le pouvoir d'achat des réfugiés libyens se dégrade. Pour de nombreux Libyens, le loyer est de plus en plus difficile à payer. Il faudrait que ce soit un peu moins cher. Bien sûr, ça dépend du niveau de vie de chacun. Moi, j'ai un salaire, mais quand le loyer a dépassé les 50 dinars par jour, soit 22 €, j'ai trouvé que c'était trop cher. Et puis le prix de la vie à Tunis a augmenté. Décriés dans les médias tunisiens, les Libyens ont souvent mauvaise réputation. Mais pour Majed, ce sont eux qui soutiennent l'économie tunisienne. Les Libyens, dès qu'ils arrivent à l'aéroport, ils commencent à payer. Les familles ont sur elles au moins 7 000 $. À l'aéroport, ils payent le bagagiste, puis ensuite c'est le taxi. Quand ils louent un appartement, ils sortent de l'argent. Pareil quand ils vont à l'hôpital, ça fait un sacré budget. Depuis la guerre de 2011, c'est la deuxième fois que la Tunisie accueille autant de Libyens. À présent, direction Paris et sa diversité culturelle pour aller à la rencontre des Cubains, des Américains, mais aussi des Chiliens de la capitale française. Notre voyage débute d'ailleurs par le Chili qui a récemment fêté son indépendance, l'occasion de découvrir les Amériques en musique. Une fois par an, la communauté chilienne organise une grande kermesse. Ambiance familiale avec au programme spécialité du pays, musique et danse traditionnelle. De nombreux Chiliens ont demandé l'asile politique après le coup d'État de 1973. C'est le cas d'Alexandre, à l'origine de ce rassemblement. J'ai décrété toute l'ambiance chilienne, c'était à faire un tour sur les différents stands. Il y a de la nourriture typique chilienne. On ne mange pas souvent ça, on le mange que le dimanche, mais même là-bas au Chili aussi, c'est pareil. Hein. Et aujourd'hui, ici, on essaye de faire la même chose. Et je trouve que notre passage, ce n'était pas pour rien. Ça a servi pour nous faire connaître le Chili, pour voir vis-à-vis du peuple français qu'on est quand même une société presque aussi ouverte qu'eux. 15 000 Chiliens vivent en France. C'est bien plus que la communauté cubaine, qui compte à peine 3 000 ressortissants. Et parmi eux, certains ne passent pas inaperçus. À travers la salsa, Carlos partage la culture de son pays. Il donne des cours de danse en banlieue parisienne depuis 15 ans. Ça veut dire qu'on essaie, nous, à travers notre association, écoutez bien la France, d'apporter notre petit grain de sable à une société qu'on sait bien qu'on est en crise économique, mais il ne faut pas qu'elle soit en crise spirituelle. Il faudra que, pour faire avancer la société, que tout le monde se regarde face à face dans les yeux comme des êtres humains qu'on est. N'est-ce pas, chérie? C'est ça le principe. Quand le corps bouge, quand le corps bouge, Après les cours, direction le Brésil, ou plutôt l'Est parisien, pour une soirée samba. Une fois par mois, Maria José vient ici se ressourcer. C'est un groupe brésilien qui va apresentar nossa música do Norte e Nordeste, né? C'est nossa tradição. C'est pour mostrar ao público français o que c'est o forró, la samba, o cha-cha-cha, toute a nossa cultura brasileira. Les musiciens se mêlent au public. Rodrigo joue du banjo. Pour lui, Paris est une source d'inspiration. C'est un pôle d'art en général. En tant qu'artiste, il y a pas mal d'artistes ici. Même les gens qui ne sont pas assumés, mais ils ont une sensibilité. Et là, ils ont une oreille pour tout ce qui est bon. Et ça m'aide à redécouvrir la samba aussi. Une dernière chanson dans cette ambiance latine. Et la nuit se termine au son feutré du jazz, au Harris Bar. Cette institution new-yorkaise a fui la prohibition en 1911. Entièrement démontée et remontée à Paris, un siècle plus tard, il reste le symbole d'une certaine Amérique. Quand j'étais gamin aux États-Unis, mes parents écoutaient toujours cette musique. Alors quand je viens ici et que j'entends ça, ça me rappelle mon enfance. C'est un sentiment très agréable.
Ici, ils te servent un martini à l'américaine. Ils ne se contentent pas de juste verser un verre de la marque Martini. Véritable témoin de l'histoire américaine, le Harris Bar fut le repère du célèbre écrivain Ernest Hemingway. Il reste un lieu de pèlerinage pour tous les Américains de passage à Paris. Restez sur Futur TV, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.